Alors pour cette 6e chronique, je voulais vous parler de la démarche de soins. En fait, j'ai récemment eu un pote qui a été hospitalisé pour un sevrage méthadone éclair de 12 semaines en clinique, et cette histoire m'a amené à me poser la question des solutions de soins qui peuvent être amenées aux toxicomanes. Et je me suis surtout posé cette question: à partir de quand peut-on considérer qu'un traitement est une réussite? Alors on aurait tendance à penser que c'est quand la personne va retrouver sa liberté par rapport au produit. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je me permets de rajouter: pour combien de temps? Est-ce que la personne doit forcément maintenir son sevrage jusqu'à la fin de sa vie pour que ce soit une réussite? Est-ce que c'est forcément un échec si elle rechute? Est-ce que c'est une réussite si elle maintient son sevrage, mais qu'elle estime que sa vie est merdique sans produit et qu'elle est triste à en crever? En fait, je me dis que quand on rajoute la variable du temps et celle de la qualité de la vie dans l'équation, les choses elles sont pas si simples que ça. Un petit exemple pour schématiser ma pensée. Un mec décide d'arrêter son traitement de substitution parce qu'il en a ras-le-bol, il y va à la dure en réduisant les doses super rapidement, et il finit par arriver à zéro. Il passe ensuite dans la phase « j'essaie de vivre sans médoc », il réussit péniblement à maintenir le cap pendant 1 an, et il finit par rechuter. Donc la plupart des gens vont considérer ça comme un échec, mais si on essaie de se focaliser sur cette année passée sans prod, on pourrait aussi se demander si c'est pas déjà une réussite en soi finalement. Et au-delà de ça, ça pose aussi cette question toute bête: est-ce que cette personne a pu ou non améliorer la qualité de sa vie durant cette année de sevrage? Un autre exemple. Un mec commence un traitement de substitution et contrairement au type de mon premier exemple, il décide de diminuer les doses très progressivement, quitte à y passer des années. En parallèle, il met en place un suivi psy régulier qui s'avère très efficace, il se réinsère socialement, fonde une famille, trouve un travail qui lui plaît et il consomme plus du tout aucun produit hormis son traitement. Ça dure comme ça pendant 10 ans, et puis il rechute suite à une incapacité de surmonter un croche-pied de la vie. Est-ce qu'on va considérer son parcours comme étant un échec parce qu'il a rechuté? Moi j'ai tendance à penser que les 10 ans de vie passés sans produit peuvent quand même être considérés comme une réussite, surtout s'il estime lui-même que la qualité de sa vie a été bonne pendant cette période. En fait, si on prend en compte uniquement la dépendance à un produit, qu'il s'agisse de traitement de substitution ou de drogue, peu importe, je pense qu'il y a quand même peu de gens qui réussissent à passer du stade de toxicomane à celui de non-consommateur à 100% jusqu'à la fin de leur vie. Alors je dis pas que ça n'existe pas, j'en vois de temps en temps sur les forums qui m'ont l'air bien partis, mais déjà rien ne dit qu'ils ne vont pas rechuter, et puis ça reste quand même des cas vraiment exceptionnels, puisque la plupart du temps la rechute fait partie intégrante d'une démarche de soins. En fait, moi je prendrais plutôt comme variable du succès d'un traitement l'amélioration de la qualité de la vie, et ça, peu importe la durée. Même si ça va durer quelques mois, je me dis que c'est déjà ça de gagner pour la personne et que c'est en soi un succès. Une démarche de soins, en fait, elle est jamais linéaire. Il y a souvent des hauts, des bas, des périodes de motivation, des rechutes, des angoisses, des peurs, des aléas de la vie, des changements de cap. Bref, c'est pas tout noir ou tout blanc. Je voulais maintenant vous parler de mon parcours et de ma démarche de soins personnelle. Alors dans mon cas, même si j'étais incapable de mettre des mots dessus, j'ai vite compris que mes addictions devaient forcément avoir des causes profondes. Je me suis fait aider par une quantité assez incroyable de psy, et faut dire qu'il y a psy et chacun sa méthode. On a par exemple des méthodes plutôt psychanalytiques, où on va plutôt s'attacher à aller chercher les causes de nos dépendances, souvent dans l'enfance. Donc ça c'est une méthode qui va surtout s'inscrire dans la durée, généralement sur plusieurs années, et qui demande quand même une certaine maturité d'esprit pour pouvoir avancer correctement. À côté de ça, on a aussi des méthodes plutôt comportementalistes, qui vont mettre de côté les causes en préférant agir sur les conséquences. On va avoir par exemple des exercices concrets qui vont viser à formater notre cerveau pour agir de telle ou telle manière face à tel ou tel stimulus. Après, il y a aussi des différences au niveau des titres, puisqu'on va pouvoir voir des psychologues, des psychiatres qui, contrairement aux premiers, vont avoir le droit de nous prescrire des médicaments, des psychanalystes qui vont privilégier l'approche théorique psychanalytique, il y a aussi les psychothérapeutes. Une petite parenthèse sur le terme psychothérapeute. En France, un psychothérapeute, c'est quelqu'un qui propose des psychothérapies. Et il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation particulière de posséder un diplôme pour proposer des psychothérapies. Donc il faut juste savoir qu'il y a aussi des escrocs parmi les psychothérapeutes. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, donc je referme la parenthèse. Donc là, je viens juste de développer les titres de médecine classique, mais il faut aussi savoir qu'il y a des tonnes de méthodes moins conventionnelles qui peuvent aussi très bien fonctionner. Médecine chinoise, magnétiseur, kinésiologue, peu importe. Moi, j'ai l'esprit très ouvert et j'ai tendance à penser que c'est pas la méthode qui importe, mais c'est plutôt le résultat. Donc, quand on commence une démarche de soins, la première chose à faire, c'est déjà d'essayer de se positionner dans tout ça pour savoir qu'est-ce qui nous convient le mieux et qu'est-ce qu'on cherche exactement. Dans mon cas, j'ai rapidement compris que j'avais besoin de réponses à des questions concrètes,
Donc j'ai directement mis de côté tous les psys qui me laissaient parler tout seul et je me suis plutôt orienté vers des psychologues. Faut aussi savoir qu'il n'y a pas besoin d'être riche pour voir des psys. Il y a effectivement des psys en libéral qui vont vous facturer 1 rein la séance, mais il y a aussi des psys dans des centres de soins. Donc à mon époque, ça s'appelait des CMP ou des CSST. Aujourd'hui, on va plutôt parler de XAPA, mais en fait, c'est la même chose. Et dans ces endroits, il faut savoir que les consultations sont gratuites. Et c'est pas parce que c'est gratuit que c'est moins bien. Donc voilà, c'est quand même bon à savoir. Donc alors, moi je trouve qu'il y a juste un truc qui peut être un peu chiant avec les psys, c'est de devoir en voir 5 ou 10 avant d'en trouver un qui convienne. Parce que la relation avec les psys, c'est un truc très subjectif. En gros, ça accroche ou ça accroche pas. C'est un truc auquel on n'y peut pas grand chose. Et c'est pas parce qu'un psy va convenir parfaitement à notre meilleur pote que ça fonctionnera obligatoirement avec nous. Et puis, il faut quand même parfois plusieurs séances avant de s'apercevoir que ça va marcher ou pas. Donc, c'est souvent fatigant de devoir raconter son histoire encore et encore à chaque nouveau psy rencontré. Ça, c'est vraiment un truc un peu casse-couille. Mais malgré tout, les psys m'ont quand même beaucoup aidé à partir du moment où j'ai compris qu'ils n'allaient pas me donner des réponses toutes faites, mais qu'ils allaient plutôt m'aider à trouver des questions. Et j'ai aussi remarqué un truc assez marrant, c'est que les réponses à ces questions, elles venaient souvent entre les séances, au moment où je m'y attendais le moins. En fait, quand j'arrête de trop conscientiser, quand je lâche prise et que j'oublie un peu tout ça, c'est comme si mon inconscient allait travailler pour moi sans que je m'en rende compte et qu'il allait m'apporter des débuts de réponses qui me font progresser. Globalement, j'ai aussi compris que dans mon cas, cette démarche de soins, elle allait s'étaler dans la durée. La première raison à ça, c'est déjà la complexité de mes problématiques personnelles. Je prends souvent cette métaphore de plusieurs pelotes de laine qui sont emmêlées les unes dans les autres et qui vont former un gros sac de nœuds. Et je visualise en fait un peu ma démarche de soins comme si les questions c'était le début des fils qui sont souvent bien planqués dans la grosse boule. Et quand j'ai trouvé un bout, je déroule et parfois j'arrive au bout d'une pelote. Là c'est un peu comme si j'avais trouvé une réponse satisfaisante à une de mes problématiques. Du coup je peux m'attaquer à un autre bout. J'ai aussi souvent plusieurs bouts de fil dans les mains en même temps. J'avance à des vitesses différentes selon les problématiques. Parfois il arrive aussi que je tombe sur un fil trop court, en réalisant que je faisais fausse route en essayant de creuser telle ou telle question. Alors dans ces cas-là, j'essaie de trouver un autre angle d'approche, et c'est d'ailleurs là où les psys sont parfois bien utiles, puisque leur position extérieure, elle permet de nous aider à aborder les problématiques sous des angles différents. Du coup, en se décalant, on arrive à atteindre un nouveau bout de fil, et le travail continue. Et de cette manière, avec les psys, j'ai réussi à pas mal réduire la taille de cette grosse pelote de laine au fur et à mesure des années. Mais malgré tout, je ressens parfois une certaine frustration à jamais pouvoir atteindre le noyau de ma pelote de laine. C'est un peu comme si j'attaquais la surface sans pouvoir aller au fond des choses. Alors vous l'aurez compris, aller au fond des choses, ça signifierait pour moi trouver une solution à mon problème de dépendance. En fait, je sais même pas s'il y en a vraiment une d'ailleurs. Il y en a sûrement plusieurs. Et puis les solutions, elles varient aussi au fil du temps. Ah oui, parce qu'avec le temps, ma pelote de laine, elle va se transformer. Il y a des nouvelles problématiques qui vont arriver, qui viennent s'ajouter, et parfois une réponse va soulever 10 questions derrière. En fait, c'est un peu comme si ce truc n'avait jamais de fin, quoi. Et tout ça me ramène donc à la question du succès ou de l'échec d'un traitement. Donc dans mon cas, j'ai l'impression que c'est une succession de vagues plus ou moins hautes et plus ou moins espacées. Depuis que j'ai commencé cette démarche de soins personnels avec des traitements de substitution et des psys en parallèle, j'ai quand même beaucoup évolué. J'ai pu trouver des réponses à certaines de mes questions. J'ai réussi à résoudre pas mal de problématiques qui ont quand même changé ma façon de vivre et mon rapport aux gens. J'ai aussi pu m'apercevoir que les méthodes de soins assez hardcore à court terme marchaient pas du tout avec moi. En fait, c'est même plutôt l'inverse, puisque toutes les fois où j'ai essayé d'arrêter à la dure, j'ai effectivement pu rester clean quelques mois, mais c'était malheureusement pour mieux replonger dans mes dépendances par la suite. Donc après, il faut aussi savoir se positionner en fonction de son parcours et de ses capacités. Donc in fine, si je prends en compte la qualité de vie, ce qui a le mieux fonctionné pour moi, ça a donc été un traitement de substitution que je pouvais pas détourner de son usage, donc la méthadone dans mon cas, un suivi psychologique en parallèle avec une méthode adaptée à mes besoins et un professionnel avec qui je me sentais bien, et une diminution très très progressive de mon traitement sur plusieurs années. En fait, j'ai vraiment essayé de respecter la règle des 10% maximum de réduction de la dose tous les 2 ou 3 mois, afin de ne pas ressentir d'effets trop violents à chaque palier de diminution. Parce que chez moi, en fait, j'ai remarqué ça, plus je ressens les effets de la diminution des doses de médicaments, plus au final ça m'affaiblit et plus je risque de replonger. Donc moi, c'est de cette façon que j'ai pu vivre à peu près normalement pendant plusieurs années, en m'éloignant de tout ce qui peut caractériser la vie d'un toxicomane finalement. J'ai eu des enfants, un travail que j'aimais,
assez d'argent pour pouvoir m'accorder quelques petits plaisirs, comme partir en vacances, aller au resto de temps en temps, etc. En fait, j'avais réussi à mettre en place suffisamment de garde-fous tout autour de moi pour pas reprendre de drogue. Et au final, à cette époque-là, c'est comme si le jeu n'en valait pas la chandelle, finalement. J'étais assez sécure pour maintenir mon traitement et rester dans l'abstinence. Alors malgré tout, même après plusieurs années de stabilisation, j'ai finalement retouché à la cam en fracassant au passage toutes mes années de traitement, ma vie de famille, mon travail. Donc en fait, je me dis que c'est jamais gagné quoi. Finalement, j'ai un peu l'impression qu'au mieux on arrive à maintenir une abstinence, mais c'est comme si on ne pouvait pas devenir non toxicomane. Ça reste une vision très subjective et je dis pas que j'ai raison, mais d'un autre côté, ce point de vue, moi, il me permet de pas me voiler la face et de rester aussi conscient de mes faiblesses. Donc finalement, peu importe le nombre d'années d'abstinence, peu importe mon niveau d'intégration sociale, je pense que je reste fragilisé à vie et c'est comme si la toxicomanie faisait partie de moi, faut juste que j'apprenne à vivre avec. Donc pour résumer, je pense que comme vous l'avez compris, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et même s'il y a pas mal de caractéristiques communes, je pense qu'il y a autant de toxicomanie qu'il y a de toxicomanes. On est tous uniques et il n'y a pas de remède miracle. J'ai souvent l'impression que la démarche de soins des toxicomanes, elle est mal comprise. Et parfois, je sens comme un regard de mépris de la société, comme si le fait de replonger pendant une démarche de soins allait forcément effacer tout le reste. Comme si tout n'était qu'affaire de volonté, comme si on le faisait exprès, à croire que les toxicomanes, ils se complaisent dans leur merde. Mais non, en fait, moi je connais personne autour de moi qui soit dans mon cas et qui le vive bien. Bien sûr qu'on aimerait pouvoir nous enlever ce boulet qu'on traîne depuis tant d'années, bien sûr qu'on aimerait plus être dépendant, bien sûr qu'on aimerait profiter de la vie sans produit. Le fait est que c'est pas si simple que ça, et que malgré tout, on fait notre possible pour aller mieux. Et en conclusion, je dirais que la démarche de soins elle reste quand même quelque chose de très personnel. Chacun son parcours, chacun sa personnalité, ses faiblesses et ses méthodes pour sortir de tout ça. Je pense qu'il faut pas juger de la réussite ou d'un échec d'un traitement uniquement en prenant en compte le fait que la personne ne consomme plus rien pour le restant de sa vie. À mon avis, c'est plus intéressant de regarder du côté de l'avancée des gens sur leurs problématiques perso et surtout de l'amélioration de leur qualité de vie, quand bien même cela ne dure qu'un temps. J'ai l'impression que la rechute fait partie du parcours et tant que la société n'aura pas compris ça, je pense qu'on ne pourra pas aller très loin. À bon entendeur, salut.